Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter mon travail devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Clémence Perronnet, je suis sociologue, chercheuse en sociologie et ça fait bientôt presque 10 ans que je m'intéresse en particulier à une question de recherche et cette question c'est celle des rapports que les gens entretiennent aux sciences. Autrement dit, je m'intéresse à la façon dont on aime ou déteste les sciences. Alors, quand je dis les sciences, c'est au sens que vous avez l'habitude de voir et dans le milieu éducatif et dans le milieu culturel. Donc, ça désigne principalement les sciences de la matière, les sciences formelles, les sciences de la vie. Et j'essaye de comprendre dans mon travail ce qui va faire que certaines d'entre nous vont aimer ces disciplines, s'y intéresser, y réussir, les choisir pour leurs études et même parfois les choisir pour leur métier, alors que pour d'autres personnes, ça va être des disciplines dont on va se détourner, se désintéresser et parfois même, et vous le savez, c'est le cas pour les maths, devenir un cauchemar total et quelque chose qu'on souhaite surtout ne plus jamais faire de sa vie quand on n'y est plus obligé par l'école, le collège, le lycée. Donc ça, c'est vraiment le sujet de recherche sur lequel je travaille depuis que j'ai commencé mon activité de sociologue quand j'ai fait mon doctorat il y a quelques années et au fur et à mesure, j'ai mené différentes enquêtes. D'abord, j'ai commencé à travailler auprès des enfants pour essayer de comprendre comment, dès le plus jeune âge, il y avait ces amours ou désamours, intérêts ou désintérêts pour les sciences qui naissaient. Et puis, progressivement, j'ai mené d'autres enquêtes. Et la dernière que j'ai réalisée, c'est celle dont je vais vous parler ce soir. Elle a été publiée finalement, et je vais vous le présenter sous la forme de ce livre qui s'appelle Matheuse. Et elle s'intéresse en particulier à une seule discipline scientifique, les mathématiques, et au cas des lycéennes, des adolescentes de 16 ans et leur rapport à cette discipline. Mais avant de vous parler spécifiquement des adolescentes que j'ai suivies et que j'ai pu observer et interviewer pendant cette enquête, je voulais partager avec vous le constat un petit peu global qui m'a amené à mener tous ces travaux de recherche et à m'intéresser à cette question des rapports aux sciences. Parce que je vous l'ai dit, voilà, moi c'est mon sujet, comment est-ce que les gens appréhendent les sciences, mais il y a un point de départ à cette question-là. Et c'est finalement un constat qui est tout simple, mais qui est très intéressant pour une sociologue, qui est que si on regarde la population globale et ses caractéristiques, les caractéristiques sociodémographiques de, mettons, toute la population française, et qu'après on regarde la population qui fait des mathématiques, qui les étudie, qui en fait ensuite sa carrière, on se rend compte qu'il y a des différences de profil. Autrement dit, on se rend compte qu'il y a certains profils qui sont présents dans la population globale, mais qui disparaissent quand on regarde les personnes qui font des mathématiques. Et en fait, il y a 3 grandes disparitions. Et c'est mon point de départ pour poser le problème. Nos 3 grandes disparitions, les voici. Disparaissent les femmes, vous vous en doutez, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus, mais c'est pas les seules. Disparaissent aussi les personnes qui viennent des classes populaires et les personnes qui viennent des minorités ethno-raciales. Donc, je vais poser ce constat-là pour commencer. En commençant par la question des inégalités de genre. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très bien connu, le fait que plus on avance dans les mathématiques, moins il y a de femmes. Mais je voulais redonner quelques indicateurs pour montrer ce que ça signifie. Et j'ai choisi à chaque fois de partir du moment où les jeunes ont des choix d'orientation à faire, choisir de continuer ou d'abandonner telle ou telle discipline, et de voir après comment on va progressivement vers l'enseignement supérieur. En France, aujourd'hui, au lycée général, en seconde, il y a un petit peu plus de filles que de garçons. 54% de filles, c'est le point de départ que vous avez ici. Si on regarde 2 ans plus tard les élèves qui font encore pas mal de mathématiques en terminale, alors on va en reparler, mais suite à la réforme du lycée, on peut plus dire celles et ceux qui font la série scientifique, donc j'ai choisi l'indicateur des élèves qui font plus de 6 heures de maths, ce qui veut dire qu'ils sont encore un petit peu spécialistes. Dans ce groupe-là, il n'y a plus que 42% de filles. Donc on pourrait se dire que ça va encore, mais ça veut dire qu'on en a perdu en proportion quelques-unes. Si on prend l'étape suivante, après le baccalauréat, ici j'ai choisi l'indicateur des classes préparatoires scientifiques, parce que vous allez voir, je m'intéresse ensuite à qui va au bout de la carrière en mathématiques et qui devient chercheuse ou chercheur en mathématiques. Or, le fait est que souvent, ce sont des personnes qui sont recrutées après des parcours via les classes préparatoires et via les grandes écoles. C'est pour ça que j'ai choisi ces indicateurs. Classe prépa scientifique, plus que 30% de filles.
Et les classes préparatoires, elles préparent à des grandes écoles, par exemple Polytechnique, les écoles normales supérieures scientifiques, l'école centrale, l'école des mines. Et ben là, on arrive à, collectivement, si on les rassemble toutes, moins de 20% de filles. Donc avec le cas des filles, vous avez un très bon exemple de ce qu'on décrit avec la métaphore du tuyau percé. C'est comme s'il y avait un tuyau qui menait des premières études en maths et en sciences aux études supérieures puis aux carrières en maths et en sciences, et que le tuyau était percé et qu'en fait les filles disparaissaient, si bien qu'il y en a au début, il y en a beaucoup moins à la fin. Mais c'est très important et on va beaucoup en parler ce soir, c'est pas les seuls à disparaître. Et en plus, on va encore plus en parler, il y a des croisements de caractéristiques. Deuxième grande source d'inégalité devant les mathématiques, les inégalités de classe sociale. Et ici, vous allez voir, on a des indicateurs, j'ai pris les mêmes étapes pour essayer d'avoir une comparaison. Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes d'origine défavorisée? Ça, c'est le terme qui est utilisé par l'Éducation nationale quand elle fait des statistiques. Moi, dans tout le reste de mon propos, je vais parler des personnes qui viennent des classes populaires. Et j'utilise en fait une définition qui est assez classique en sociologie. Les personnes qui viennent des classes populaires, c'est celles dont les parents sont ouvriers, ouvrières et employés. Et après, on peut avoir les classes moyennes ou intermédiaires et les classes favorisées. On verra si on reparle beaucoup de ce sujet. Mais ici, même cas de figure que pour les filles, en fait, les élèves issus des classes populaires ou des milieux défavorisés, elles et ils sont quand même bien nombreux. Au début du lycée, c'est quasiment un tiers des jeunes qui sont scolarisés. Si vous regardez comme tout à l'heure celles et ceux qui font encore beaucoup de maths en terminale, c'est plus que 17% du groupe. Et alors là, ils disparaissent finalement, ils sont encore moins visibles ensuite en classe prépa et dans les grandes écoles, avec 11% et 10% de ces élèves-là dans les groupes qui font des sciences à ce niveau. Dernière disparition, les personnes qui appartiennent aux minorités ethniques et raciales, avec ici pas de données pour la France, parce que dans la plupart des cas, nous n'en produisons pas, sauf quelques exceptions très réglementées, mais on sait, grâce à diverses enquêtes, qu'il existe bel et bien de la discrimination liée à l'origine et liée à l'appartenance ethnique et raciale, en particulier pour l'entrée à l'université en France. Et donc, on sait que la situation est comparable à celle qui existe et qui est mieux documentée dans d'autres pays. Donc là, même si la comparaison n'est pas parfaite, je vous propose l'indicateur américain. Mais les données sont très similaires pour ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple, qui est aussi très bien documenté. Dans le cas américain, on a ce même phénomène du tuyau percé, avec au début du lycée, j'ai repris des étapes similaires, 17% des lycéens, des lycéennes qui sont noirs. Mais si vous regardez celles et ceux qui étudient les maths au même moment que la terminale pour eux, il y en a plus que 11%. Et ensuite, dans le supérieur, pour le cas de la licence de maths, par exemple, ça représente seulement 5% des étudiants et des étudiantes. Donc ça, c'est le constat de départ. C'est les données qui, moi, m'intéressent et m'amènent à essayer d'aller comprendre les phénomènes et comprendre ce qui se passe. Pour le dire assez simplement, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes de sexisme, d'élitisme et de racisme face aux mathématiques. Comme il y a quand même une coloration que le genre, les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est mon point de départ, je voulais aussi dans ce moment de constat vous donner deux informations supplémentaires sur cette question des filles, des femmes et des mathématiques. La première, c'est ce qui s'est passé avec la récente réforme du lycée. Je pense que vous n'avez pas pu la rater, vous en avez nécessairement entendu parler. En 2019, il y a eu une réforme de l'éducation qui a changé la façon dont le lycée français fonctionne. Avant, on avait ce qui s'appelait des séries, la série scientifique, la série littéraire et la série économique et sociale. La réforme a fait que les élèves ne choisissent plus entre ces trois grandes séries qui ensuite en fait leur imposaient un groupe de disciplines enseignées. Maintenant, ils choisissent des spécialités et puis ensuite des options disciplinaires. Et notamment, ils doivent sélectionner, quand ils arrivent en terminale, choisir seulement 2 disciplines principales, alors qu'avant, il y en avait davantage. Je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'effet que ça a eu pour la place des filles, des lycéennes dans les mathématiques au lycée. En fait, ce qui s'est passé avec ce changement
d'organisation, de présentation, de fonctionnement du lycée, c'est que pour tous les élèves, on a perdu une grande partie des jeunes qui faisaient beaucoup de mathématiques en première et en terminale. C'est le premier graphique que vous voyez, le graphique de gauche, avec ici les données de l'éducation nationale qui sont très bien analysées et mises en graphique par Mélanie Guéné, qui est à la Société mathématique de France et qui est aussi membre d'un collectif qui s'appelle Mathématiques et Sciences et qui a produit ces graphiques et nous aide beaucoup pour représenter le phénomène. On a perdu des élèves des deux sexes parmi celles et ceux qui étudient encore les mathématiques au lycée, vous le voyez, mais la perte, elle a surtout été massive pour les filles, puisque avant la réforme du lycée, il y avait 17% de filles qui ne faisaient plus du tout de maths en première à 16 ans. Après, ça concernait presque une fille sur deux. Et donc c'est aussi ce phénomène qui a engagé, peut-être que vous les avez entendus, les levées de boucliers contre cette réforme pour dire qu'elle avait eu un effet désastreux. Et cette représentation-là aussi vous montre bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis les années 2000, on stagnait quant à la place des filles dans les filières où il y avait beaucoup de mathématiques au lycée. Et à partir du changement de fonctionnement, à partir de la réforme de 2019, on a une vraie chute qui en fait nous a ramené à la place occupée par les filles en mathématiques il y a 25 ans. Pour moi, ça, c'est des données qui sont très intéressantes parce que quand j'ai commencé mon travail et quand j'ai commencé à le présenter en public, on était à peu près ici en 2017 et la réaction que j'avais souvent, c'était oui, on comprend bien qu'il y a quelques problèmes, mais soyez patiente, les choses s'améliorent doucement mais sûrement. Alors, en général, je disais oui, drôlement doucement quand même. On bouge pas depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on peut dire que non seulement ça ne stagne plus, ça recule. Et on est vraiment dans une période actuellement de recul de la participation des filles en mathématiques dans le secondaire en France. Et c'est assez massif et c'est vraiment un des effets de cette réforme-là. Deuxième élément de constat, et celui avec lequel je voulais finir pour poser le décor, ce qui se passe après. On a parlé là pour l'instant des lycéennes, un petit peu des étudiantes, mais dans le monde professionnel des mathématiques, vous serez pas très surpris d'apprendre que nécessairement on retrouve un constat très similaire. Quand on regarde les professionnels des mathématiques en France à l'université et puis au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, on a plusieurs constats qui sont intéressants. Pour l'ensemble des mathématiques, les femmes universitaires, enseignantes-chercheuses, c'est 22% de l'ensemble des enseignants-chercheurs en mathématiques. Et les maths, qu'on appelle les mathématiques pures, ça a la palme de la discipline la moins féminisée de l'université française, avec seulement 14% de femmes. Et là aussi, donc là, ça montre ce qu'on avait avant pour les filles au lycée, ça ne bouge absolument pas. Donc on a eu une progression entre les années 70 et les années 90. Et ensuite, ce que Femmes et Mathématiques, c'est Femmes et Mathématiques qui produit cette représentation, voilà, on appelle ça l'encéphalogramme plat ou la crêpe. Donc, on est sur métaphore médicale ou culinaire. Ça ne bouge pas, ça ne progresse pas. Et dans certaines situations, même, on a des régressions. C'est-à-dire que actuellement, pour le plus haut poste à l'université, le plus haut poste, c'est professeur. Ça fait des décennies, ça fait 30 ans qu'il y a moins de 10% de femmes qui occupent le poste de professeur de mathématiques à l'université. Si pour ce poste-là, la tendance ne bouge pas, elles ont estimé elles-mêmes qu'elles auront disparu en 2075. Plus de profs de maths si on continue comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Professeur, c'est vraiment le plus haut poste qu'on peut obtenir. On peut être aussi maîtresse de conférences. Et puis là, je vous parlais des maths pures. On peut aussi être en maths appliquées. Les maths appliquées sont vraiment beaucoup plus favorables aux femmes. La bonne nouvelle, c'est que si ça continue comme ça, il y aura 50% de femmes à l'université en maths appliquées en 2270. Donc, tout va bien. Voilà le décor. À partir de tout ça, bien sûr, il y a plein de questions. Comment ça se fait? C'en est une. Qu'est-ce qu'on peut faire? En est une autre. Pour essayer d'éclairer tout cela, comme je vous le disais au départ, je voulais vous présenter une enquête en particulier, celle que j'ai menée le plus récemment, et qui porte sur tous ces sujets à la fois, finalement. Comme je suis sociologue, moi, je travaille toujours par enquête de terrain. C'est-à-dire qu'il y a
un questionnement, un problème social. Pour le résoudre, on va mener l'enquête avec différents outils qui sont les nôtres et que je vais vous présenter. Et souvent, on est aidé par des opportunités. Moi, là, j'ai eu une grande chance et une grande opportunité qui est d'avoir été contactée par une équipe de collègues chercheurs et chercheuses en maths et en informatique qui sont à Aix-Marseille, dans divers laboratoires et à l'université d'Aix-Marseille, parce que ces collègues, chercheurs et chercheuses en maths et en informatique, ils avaient eu l'idée de proposer à leur échelle une piste pour encourager les filles, les lycéennes, à faire des maths. Elles et ils, ont décidé de créer des stages réservés aux filles de première, donc le moment où elles peuvent choisir de continuer ou d'arrêter les maths, d'accueillir uniquement les filles auprès d'eux, auprès de chercheurs et de chercheuses, pour leur présenter ce que ça peut être les maths professionnelles, les maths de recherche. Et donc, ces collègues se demandaient si ça allait marcher, si ça allait véritablement encourager les adolescentes à continuer les mathématiques. Donc j'ai été invitée à venir mener une enquête sociologique auprès de ces stages qui s'appellent les stages des cigales, qui sont organisés dans un lieu qui s'appelle le Centre international de rencontres mathématiques, le CIRM. Pendant une semaine, les collègues accueillent une vingtaine de filles. Le matin, elles font des mathématiques de recherche, autrement dit, pas des mathématiques comme elles peuvent faire au lycée, mais des maths qui ressemblent le plus possible à ce que font ensuite les chercheurs et les chercheuses. L'après-midi, elles font du sport, et puis elles ont des conférences, des rencontres, des visites pour aussi découvrir et les maths et les métiers qu'on peut faire en ayant fait des mathématiques. Pendant 2 éditions, donc 2 fois une semaine, on a mené une enquête sociologique pendant ce stage-là, avec une collègue sociologue qui s'appelle Alice Pavy. Et voilà comment on a travaillé. On a utilisé en fait tous les outils disponibles aux sociologues pour mener l'enquête. Et le premier de ces outils, la première méthodologie, c'est l'observation. On y va, on se met avec les gens et on regarde. Donc concrètement, on passe une semaine de 8h30 du matin à 22h30 le soir, et parfois plus parce qu'il y a des booms dans les stages des cigales, et on observe les lieux, comment ils sont décorés, ce qui s'y présente et comment les gens les utilisent. Et puis, bien évidemment, toutes les interactions, les adolescentes entre elles, les adolescentes avec les adultes, les chercheurs et les chercheuses entre eux et entre elles. Deuxième outil, deuxième méthodologie, les entretiens sociologiques, c'est-à-dire des face-à-face individuels avec une sociologue et ici une lycéenne. On a interrogé toutes celles qui étaient volontaires et sur les 2 semaines de stage, ça fait 45 filles de première avec qui on a parlé, chacune à leur tour, pendant entre 45 minutes et 2 heures, en discutant du contexte dans lequel elles étaient, de leur famille, de comment ça se passait au lycée, de tous les sujets qui pouvaient nous permettre de saisir leur rapport aux mathématiques. On a fait un petit peu d'analyse documentaire. On avait, grâce aux collègues, en fait, les dossiers de ces ados qui avaient fait des lettres de motivation, qui avaient expliqué pourquoi elles voulaient venir faire ce stage de maths. Et puis enfin, mais ça, je l'utiliserai moins dans ce que je vais vous dire, on a des petits questionnaires à la fin du stage et ça, on a pu les reproduire. On n'y allait que 2 fois, mais les questionnaires, eux, perdurent pour avoir des petites questions, pour comprendre comment ça s'est passé pour elles, ce qu'elles ont apprécié, ce qu'elles ont moins aimé. Je vais surtout évoquer les observations et les entretiens, et pour cela, donc vous dire un mot des adolescentes qu'on a rencontrées pendant cette enquête-là. On a vu 45 filles, elles ont toutes 16 ans, elles avaient toutes 16 ans au moment où on les a vues. La majorité d'entre elles, forcément, viennent de Provence-Côte d'Azur, mais le stage est ouvert à des filles de toute la France, donc il y en avait aussi qui venaient de bien plus loin. Leur particularité, c'est qu'elles aiment toutes les maths. Sinon, elles seraient pas là, pendant leurs vacances, à faire un stage de maths d'1 semaine. Elles ont aussi toutes un bon niveau, voire un excellent niveau en mathématiques, et elles ont envie de faire des carrières scientifiques ensuite. Vu ce que je vous ai dit précédemment, vous serez peut-être pas très surpris d'apprendre que la plupart d'entre elles viennent des classes favorisées. C'est fou à quel point il y a des filles de profs de maths dans les stages de maths. Tout de même, il y avait eu aussi une volonté d'aller recruter au-delà des habituels publics de ces stages-là. Donc, il y a des filles, malgré tout, qui viennent d'autres milieux sociaux. Mais là, on avait quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, c'était les premières élèves qui vivaient la réforme du lycée. Donc, c'était les premières à avoir dû faire ces nouveaux choix qu'imposait le lycée. Et puis, c'était des filles qui aimaient les maths. Donc, c'était très intéressant pour nous parce qu'avec ma collègue Alice Pavy, on s'est dit, ça, c'est un cas particulier vraiment intéressant. On va pouvoir essayer de mettre en évidence
ce qui fait qu'elles sont si spéciales, puisqu'à ce stade-là, en France, elles étaient en fait minoritaires. C'était devenu un peu des ovnis, ces filles fans de maths. Donc c'était une excellente opportunité pour essayer de comprendre qui elles étaient et comment ça se passait pour elles et quelle était leur expérience de cette discipline-là. Au fur et à mesure, on s'est dit, on est en train d'apprendre énormément de choses très intéressantes sur la façon dont les lycéennes, les jeunes, se représentent les maths, sur ce qui les encourage, sur ce qui les décourage. Ça serait vraiment dommage de ne pas arriver à leur rendre ça d'une façon ou d'une autre. Or, les lycéennes lisent rarement les revues spécialisées de la recherche sociologique. C'est pas qu'elles, je ne sais pas s'il y a ici beaucoup de lecteurs de la Revue française de sociologie, peut-être quelques-uns, quelques-unes. C'est pas le best-seller de la presse française. On a voulu, avec ma collègue et avec notamment, vous allez le voir, Olga Paris-Romaskevitch, qui est une des chercheuses en mathématiques qui m'avait invitée à venir faire cette enquête, produire quelque chose qui puisse diffuser les résultats de cette recherche, non seulement aux filles et à d'autres filles comme elles, mais aussi aux adultes qui les entourent, c'est-à-dire aussi aux professionnels des mathématiques. On s'est dit que le niveau de sociologie des adolescentes et des professionnels de maths devait être assez similaire, que donc ça tombait bien, qu'on pouvait s'adresser à tout ce public en même temps, et puis à tous les adultes qui les entourent. Et c'est comme ça qu'est né le projet dont je vous parle ce soir, qui est le livre Matheuse, qui est un livre dans lequel on a réuni de la sociologie, des illustrations, des mathématiques et cette volonté de défendre la place des filles en sciences. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a un blanc qui devrait être la partie mathématique, puisque dans ce livre, pour restituer les résultats de cette recherche, j'ai été appuyée par deux co-autrices, Claire Marc, qui est illustratrice et facilitatrice graphique, qui a fait tous les dessins que vous voyez arriver depuis le début, et pour permettre de rendre vivante cette enquête et aussi d'expliciter parfois par la mise en illustration, par la mise en dessin, certains concepts et certains résultats. Et puis, a été aussi à participer à cette publication Olga Paris-Romaskevitch, qui est mathématicienne et qui en fait a mis dans le livre 10 problèmes de maths qui étaient ceux qui ont été travaillés par les lycéennes pendant leur stage, ce qui fait que le livre il permet de passer de la théorie et de la compréhension sociologique de qui fait des mathématiques et pourquoi à la pratique. On avait aussi envie, on pense que c'est un des seuls livres au monde où les maths sont une pause pour la sociologie. En général, c'est plutôt l'inverse qui est proposé, et ça nous a permis de rassembler tout cela. Côté sociologie, j'ai travaillé avec 12 chapitres pour essayer d'expliquer et de donner à voir et de permettre de comprendre les inégalités, les différentes inégalités qui structurent les mathématiques. À chaque fois, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, il y a 2 chapitres méthodologiques qui reprennent un petit peu ce que je viens de vous dire, et puis ensuite, il y a ces thèmes-là. Il y a une question sur la famille. Au final, est-ce que ça joue, à quel point ça joue d'avoir des parents scientifiques pour réussir en mathématiques? Il y a une question sur l'intelligence. Est-ce qu'il faut être intelligent et même qu'est-ce que ça veut dire être intelligent en maths? Et puis, et c'est très lié, il y a une question sur la nature, sur l'inné. Est-ce que cette compétence, cette intelligence en mathématiques, elle s'apprend ou est-ce qu'elle est déjà là en nous à l'origine? Une question sur l'orientation, qui est pour moi, je trouve, la plus récurrente. Là, j'ai parlé des sciences en général, mais vous vous êtes peut-être dit, oui, mais pas toutes les sciences. Et effectivement, quand on regarde les sciences, il y a des grandes variations. Il y a des sciences où il y a beaucoup de filles, la médecine, la chimie, les sciences vétérinaires, d'autres où il y en a très très peu, les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie. Comment ça se fait? L'informatique en particulier, c'est même pire que les maths. Pourquoi cette discipline-là? Une question sur la confiance en soi. La première réponse qui est toujours apportée pour justifier la faible place des filles et des femmes en sciences, c'est de dire qu'elles s'autocensurent, qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes, qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes. D'où vient cette explication-là? Une question sur l'élitisme. Est-ce qu'il y a, on l'a vu, il y a très très peu de jeunes issus des classes populaires dans ces filières-là. Est-ce que c'est une fatalité? Et surtout, comment ça s'explique? Une question sur les inégalités ethno-raciales et le racisme. Et puis ensuite, 2 questions plutôt sur quelle solution marche. La non-mixité. Forcément, les collègues qui organisaient le stage, ils avaient cette question. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des actions non mixtes? Parce qu'en plus, souvent, c'est très mal vu. Est-ce que ça vaut le coup d'être défendu? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et puis, les modèles. Est-ce que quand on montre des exemples de femmes qui réussissent, ça aide vraiment à créer des aspirations, des vocations chez les jeunes filles?
Alors je vais devoir vous décevoir, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions ce soir. Mais, bonne nouvelle, on va répondre à une question et vous allez pouvoir choisir laquelle. Ça sera soit le sexisme, soit l'élitisme, soit le racisme. On va de toute façon passer une mauvaise soirée, mais vous pouvez choisir comment. Alors, soit on creuse cette question du sexisme et de la confiance en soi, soit on s'intéresse aux inégalités de classe sociale, c'est la question sur l'élitisme, soit on s'intéresse aux inégalités ethno-raciales avec le racisme. Je peux vous laisser quelques secondes de réflexion, puis on va voter. Oui, c'est la conférence dont vous êtes les héroïnes et les héros. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, qui veut qu'on poursuive sur le sexisme? Ça semble beaucoup. On va faire les autres, à mon avis, ce sera ça. L'élitisme, un peu moins. Et le racisme, ne cachez pas votre enthousiasme. Alors, on peut poursuivre avec cette question de la confiance en soi. Pour les curieux et les curieuses, toutes les autres réponses sont dans le livre, hein, c'est pas perdu. Déjà, un mot pour vous dire pourquoi on en est arrivé avec Alice Pavy, qui a mené l'enquête avec moi, à cette question de la confiance en soi. Comme je vous le disais, c'est vraiment devenu la première réponse à la question « Pourquoi sont-elles absentes? Pourquoi ne font-elles pas davantage de sciences et de mathématiques ?» Et on a bel et bien des études en sciences sociales qui semblent montrer qu'il y a bien un problème de confiance en soi chez les filles. Deux exemples ici. On sait que, à performance égale, les filles se montrent moins sûres d'elles-mêmes. Ici, je vous ai donné deux indicateurs. Il y a ce qu'on sait à l'échelle de plusieurs dizaines de pays du monde qui sont les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les performances des élèves sont mesurées de façon régulière dans les études PISA, qui mesurent les performances des élèves, mais aussi leur rapport à l'école. Et autant il y a plein de débats sur les performances, autant on parle pas toujours de ces questions sur les rapports, rapport aux disciplines, alors qu'elles sont très intéressantes. Dans ces études PISA, il n'y a pas d'écart significatif de performance entre les filles et les garçons en maths, à l'échelle de l'ensemble des élèves qui sont enquêtés. Mais s'il n'y a pas d'écart de performance, il y a des écarts de représentation de soi, de rapport. Et là, vous le voyez, à performance équivalente, les filles qui sont en orange, elles disent plus que les garçons qu'elles sont pas bonnes. Alors qu'encore une fois, même objectivement, même statut. Elles disent moins qu'elles ont des bonnes notes, elles disent moins qu'elles apprennent vite, que depuis toujours c'est là qu'elles s'en sortent le mieux, ou encore que elles ont des facilités, qu'elles comprennent bien, etc. Donc elles ont, à performance égale, un moins bon regard, une moins bonne, effectivement, estime de leur capacité. Et le deuxième graphique vous présente des résultats qui vont exactement dans le même sens, mais sur des items légèrement différents, pour des filles un petit peu plus jeunes, 13-14 ans. À nouveau, c'est les enquêtes internationales. Ici, celles qui sont faites sur les enfants un peu plus jeunes s'appellent TIMSS. Là, vous avez le rapport entre la position objective de l'élève dans son pays, à quel point est-ce que les notes le placent ou la placent haut ou bas, et à quel point est-ce que l'élève dit « oui, je suis bon » ou « je suis bonne en mathématiques ». Et vous voyez, donc, de façon assez logique, meilleur est l'élève, plus il dit qu'il est bon. Jusque-là, tout va bien. Mais vous voyez que les filles en orange disent toujours moins que les garçons qu'elles sont bonnes, même quand elles ont une position qui est tout à fait équivalente, jusqu'à être ici vraiment dans les meilleurs, dans les 10% les meilleurs de leur pays. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elles disent, autant qu'un garçon, qu'elles sont véritablement bonnes en mathématiques. Et ça, c'est des résultats qu'on a de façon répétée, qu'on retrouve quand on fait des enquêtes. Les filles ont cet écart de représentation d'elles-mêmes. Elles sont systématiquement moins confiantes, moins conscientes de leurs capacités que les garçons. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce résultat-là a été mis en avant et est devenu récurrent et a vraiment
envahit les discours qu'on a après à destination du grand public sur cette question des filles et des femmes en mathématiques. Au final, on a, grâce à ces résultats, une explication toute trouvée pour l'absence des filles et des femmes en sciences, et c'est devenu l'autocensure. Donc là, je vous ai mis quelques coupures de presse qui montrent cette présence de ces discours-là. Donc là, c'est stéréotypes et autocensure, et celle du devant est aussi intéressante avec cette idée que les filles, elles évitent les filières scientifiques, et puis que c'est comme si elles avaient peur d'échouer. Et on a, vous y serez attentifs et attentives si vous en voyez de nouveau de ce genre de présentation. Quand on cherche des explications à l'absence des filles et des femmes en sciences, on va avoir des phrases dont le sujet est toujours les filles et les femmes. Et ça va aller vers cette responsabilisation, en disant c'est elles qui s'autocensurent, c'est elles qui ont peur, c'est elles qui évitent, c'est elles qui ne choisissent pas, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment récurrent, d'une part dans les discours de l'éducation nationale, et puis d'autre part, comme c'est le cas ici, dans les discours ensuite diffusés dans la presse et au grand public. À partir de notre enquête, qu'est-ce qu'il en est du côté des lycéennes? Donc en fait, comment est-ce qu'on explique qu'il y a chez les filles des telles représentations de soi-même qui sont si incompatibles avec la pratique des sciences? Comment ça se fait que les adolescentes, elles se retrouvent à manquer de confiance en elles-mêmes? On va bien sûr, il faut le rappeler, exclure que les filles naissent avec le gène du manque de la confiance en soi. Alors il faut quand même l'exclure parce que on n'a visiblement toujours pas exclu qu'elles sont génétiquement un peu moins intelligentes, etc. Alors que, s'il faut le préciser, on en reparlera si vous le souhaitez, mais il y a maintenant un consensus très clair, et en sciences sociales et en sciences de la nature, pour dire que le sexe biologique n'influence aucunement les capacités cognitives des personnes. Donc il n'y a pas de cerveau féminin, cerveau masculin, moindre capacité à la pensée abstraite ou que sais-je. Non, c'est pas faute d'avoir essayé de le prouver. Et je parie qu'il y en a qui le cherchent, le gène du manque de confiance en soi. C'est sûr. C'est sûr. L'enquête auprès des lycéennes, pour nous, elle avait cet intérêt-là. Qu'est-ce qui se passe pour elles? On a eu un premier résultat qui était extrêmement intéressant, qui était une confirmation du fait que tous les discours dont je viens de vous parler, ils ont été parfaitement entendus et parfaitement intégrés par les lycéennes, par les adolescentes. Toutes les filles le connaissent, toutes les filles le répètent, y compris, vous vous souvenez, nos profils là de filles super bonnes en mathématiques. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour préciser. Tous les dessins que vous voyez et tous les noms ont été changés. Donc on a recréé des visages de jeunes filles, c'est pas leur vrai visage, c'est pas leur vrai nom non plus, on a anonymisé. Par contre, tous les propos que vous allez voir et que je cite qui sont présentés dans des bulles sont sont littéralement les paroles prononcées par les lycéennes parce qu'on les avait enregistrées et on a ensuite retranscrit leurs propos. Donc un premier exemple avec cette jeune fille que j'ai rebaptisée Magali, dont le père et la mère sont profs de maths et qui a 19 sur 20 de moyenne en maths. Et elle nous dit en entretien, en maths, je suis forte quand même. Je suis sérieuse, je travaille. Le problème, c'est que pour devenir chercheur, faut pas avoir peur de pas comprendre ou de pas réussir. Il faut croire en soi un minimum. Et c'est un peu compliqué parce que moi, je crois pas du tout en moi. Cette façon de se présenter, on l'a vu de façon récurrente. Magali n'était pas du tout un cas isolé. Entretien après entretien, on a récolté ce genre de propos qui disaient « Oui, moi, je m'en sors, mais je suis vraiment pas sûre. Je m'en sors, mais vraiment, j'y crois pas. » Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette rhétorique de l'autocensure aussi dans des phrases que, par exemple, elle nous disait « Oui, mais en fait, c'est les femmes qui ont cette crainte d'aller ou qui ont cette crainte d'oser. » Ou encore « En fait, c'est pas de la faute des garçons, c'est vraiment ancré dans le crâne des filles, c'est elles qui ont des préjugés. » Ou encore oui, c'est les femmes qui se mettent des barrières ou qui disent « je comprends pas, je laisse tomber, c'est ça qui est dommage ». Donc on avait bien cette rhétorique de l'autocensure et cette idée que finalement ça venait des filles et ça venait des femmes elles-mêmes. Mais à ce stade-là, on était un peu surprise, on se disait même chez celles qui sont les plus à l'aise, objectivement les plus à l'aise en mathématiques, donc même chez elles, il y a ce défaut de confiance en soi et donc au bout d'un moment, on leur a demandé franchement. On leur a dit, mais attends, t'es super forte, visiblement tout va bien, on n'a absolument aucun doute que ça va bien se passer pour toi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui
te fait douter? D'où vient, qu'est-ce qui cause ce manque de confiance dans le fait que tu vas réussir? Et on a constaté que elles aussi, elles étaient surprises. Et comme nous, elles avaient du mal à comprendre pourquoi elles doutaient d'elles-mêmes, alors que tous les voyants avaient l'air d'être au vert et qu'elles n'arrivaient pas à expliquer ce qui pouvait clocher. Elles étaient démunies devant leur propre sentiment d'incompétence parce que elles savaient qu'objectivement elles étaient de très bonnes élèves et elles avaient l'impression d'être soutenues par leurs parents, par leurs profs, par leur entourage. Elles n'arrivaient pas à nous dire d'où venaient leurs doutes et d'où venaient leurs angoisses. 2 exemples de ça. Le premier, c'est celui d'une adolescente qui s'appelle Lou, qui a aussi un père prof de maths. Elle a une mère qui est prof de philo, puis elle vient d'une fratrie où il y a 4 frères, et ces 4 frères sont profs de maths, profs de maths, profs de maths. Préparez-vous, le dernier a raté, il est ingénieur. Elle nous dit « J'ai beaucoup tendance à me rabaisser moi-même. Je me dis, t'as aucune légitimité. Pourquoi tu fais ça ? J'ai tendance à m'écraser face à un homme bizarrement. Pourtant, mes parents, ils sont très bienveillants. Ils font attention à ce que moi et mon frère, on soit égaux. Ma mère, elle est complètement indépendante. J'ai un modèle de femme qui est incroyable. Donc, je sais qu'on me l'a mis dans la tête quelque part, mais je vois pas où. Et c'est quelque chose, donc elles s'entendent pas, hein, c'est des entretiens complètement séparés, mais Ségolène, elle dit quelque chose qui est extrêmement similaire. Elle aussi, c'est une excellente élève avec des parents qui la soutiennent. Et pourtant, elle dit, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Je sais pas pourquoi. Je vois pas ce qu'aurait pu me faire penser ça. Pourtant, c'est facile de savoir qu'il faut avoir confiance en soi. Et c'est ce qui est le plus frustrant. Je le sais, mais j'arrive pas à m'en détacher. Et elle raconte plus loin dans l'entretien que elle a une professeure de mathématiques qui la soutient beaucoup et qui, une fois, vient la voir à la fin du cours et lui dit « Mais Ségolène, je sais que tu es une excellente élève, je sais que tu as plein de choses à offrir. Pourquoi tu parles pas ? Pourquoi tu te mets pas en avant? Quand tu es en classe, tu dis rien, tu t'effaces. Il faut que tu oses, il faut que tu y ailles, tu mérites de faire plus. » Et elle a dit j'ai trouvé que c'était très gentil de la part de ma prof, mais je me suis effondrée en larmes et puis j'ai rien dit et je suis partie. Et quand elle dit ça, quand elle dit c'est facile de savoir qu'il faut avoir confiance en soi, moi ça me fait penser à tout souvent des hommes très importants qui viennent dans les journées qu'on organise pour les filles et les sciences. Il y a très souvent quelqu'un d'important, un directeur, un président, quelqu'un qui dirige quelque chose, qui vient et qui dit « Allez les filles, osez les sciences, on vous attend, on compte sur vous, ça ne dépend que de vous, venez !» Et j'imagine une salle remplie de Ségolène qui dit « Oui, merci, j'aurais pas eu l'idée d'avoir confiance en moi. » Les ados qu'on a rencontrés, elles ont pour beaucoup porté ces discours-là et finalement dit que, puisqu'il n'y avait pas de raison, puisqu'il y avait visiblement rien qui causait leur absence de confiance en elles-mêmes, c'est bien que c'était elles le problème. C'était dans leur tête. Et elles nous ont dit des choses comme « En fait, moi, je suis trop perfectionniste. » Ou « En fait, c'est moi qui me mets la pression toute seule. C'est pas les profs, c'est pas les parents, c'est moi. Parce que je suis stressée de nature. » Le gène du stress aussi. Je suis angoissée, je suis hypersensible, ou encore, je vois bien que ça va, mais je suis pas assez forte mentalement. À ce stade-là, on se disait, c'est quand même très surprenant d'avoir autant de filles aussi fortes en maths qui, chacune, individuellement, ont le gène du stress. Ça semble pas très cohérent. On est sociologue, bien évidemment, on a des hypothèses pour expliquer que il n'y a peut-être pas de hasard et il n'y a peut-être pas comme ça de tares individuelles répétées chez chacune de ces adolescentes, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui se produit. On avait bien évidemment une hypothèse à ce stade de notre enquête qui était qu'il y avait une cause à ce manque de confiance en soi, qu'il se passait quelque chose pour faire disparaître cette croyance en ses capacités, en ses compétences ou en son intelligence. On supposait qu'il y avait eu, d'une façon ou d'une autre, dans l'expérience des filles, des remarques, des interactions, des signes du fait que on les considérait comme pas assez bonnes, pas assez intelligentes, pas à leur place. Autrement dit, qu'il y avait eu du sexisme, qu'il y avait eu de la discrimination envers elles à un moment ou à un autre. Donc on a cherché cela avec nos questions en entretien, mais quand on les a interrogées sur le sexisme et sur les discriminations, leur première réponse, ça a plutôt été de nous dire qu'elles se sentaient pas entièrement concernées. Donc on leur a demandé toi, personnellement, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà vécu des situations de sexisme? Mais dans un premier temps, elles nous ont dit des choses comme « Non, pour l'instant, je crois pas ». Il y a souvent des remarques, mais c'est du second degré. Ou « Non, ça me vient pas en tête ».
On a des remarques des fois, mais c'est en mode rigolade. Oh non, franchement, j'ai déjà dû entendre des blagues. Bon, des fois, c'est marrant, c'est léger. Des fois, ça devient lourd et c'est même plus drôle. Ou enfin, moi, généralement, ça va. Des petits épisodes, des petites remarques censées être ironiques. Mais ici, on travaille dans les entretiens, et surtout dans les entretiens comme ça, en face à face. C'est ça, la richesse que ça a par rapport à un questionnaire, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on peut rebondir. Et on utilise une méthode qui peut aussi fonctionner en questionnaire, mais qui marche particulièrement bien en entretien, qui est que, une fois qu'on a posé cette question généraliste, et on le fait souvent quand on cherche à voir s'il y a des discriminations, on pose des questions plus précises, soit en faisant des relances, ce qui nous a été dit avant, soit en allant chercher des exemples qui sont des exemples de situations que la loi définit comme de la discrimination sexiste. Donc on va dire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé ça, par exemple? Est-ce qu'un prof t'a déjà dit ceci ou est-ce qu'un camarade t'a déjà dit cela? Et en combinant ces deux outils d'entretien, la relance, aller demander des précisions et puis compléter les questions, au final, au fil des entretiens, ce qui est apparu, c'est une réalité extrêmement différente de celle que nous décrivaient les filles quand elles répondaient dans un premier temps à cette question. Ce qui est apparu, c'est une réalité où toutes les filles qu'on a vues et qu'on a écoutées en entretien, elles avaient entendu assez récemment au moins une interaction du type de celle que je vais vous montrer maintenant. Elles avaient toutes entendu au moins une phrase comme, si je commence en haut à gauche, « Évite de t'habiller comme une pute ». Ou encore, « Reste dedans, laisse les garçons jouer dehors ». Ou encore, « On va quand même pas tout remettre en cause parce qu'il y a peut-être une femme dans l'histoire des sciences ». C'est Marie Curie, si vous vous posiez la question. Ou « Je suis quand même plus intelligent qu'elle ». Ou « Toi, t'as vraiment pas une tête à faire maths physique ». Heureusement qu'on a eu un garçon. Ou « Bon, les filles, si vous avez un peu plus de mal, c'est normal. Vous êtes moins aptes que les garçons à résoudre le problème. Moi, je suis un homme. C'est normal que je regarde les fesses des filles. Toi, plie son linge. Il sait pas faire. T'es une fille, tu dois l'aider. Ou t'as eu une meilleure note, mais t'es une fille, ça compte pas. Et en diagonale, c'est normal que t'aies de bonnes notes. C'est plus facile pour les filles. Et dans ce genre, pile, tu perds, face, tu perds aussi. On a qu'est-ce que toi, tu vas faire dans un stage de maths et attends, moi, j'ai pas besoin d'aller en stage de maths pour me rassurer. À ce stade, vous pouvez peut-être deviner à quoi correspondent les couleurs des bulles. C'est le type de personne qui a prononcé cette phrase dans la vie des ados. Alors, à votre avis, qui prononce les phrases en bleu? Par exemple, les femmes n'ont pas leur place dans tous les domaines. T'es sûr que tu l'as fait toi-même? Vous êtes moins apte à résoudre le problème? C'est les profs. C'est les profs en bleu. En jaune, calme-toi avec ton féminisme. La tragédie de la femme moderne, c'est qu'elle veut tout faire en même temps. Des maths et du sport, imaginez. Je suis un homme, c'est normal que je regarde les fesses des filles. C'est quel genre de personne dans leur vie? C'est la famille. Il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les oncles et tantes. Il y a des femmes. Chez les profs et dans la famille, il y a des bulles qui sont prononcées par les femmes. Et en rouge, les filles sont faibles, je pensais pas que t'étais intelligente, c'est logique que les femmes gagnent moins que les hommes sont supérieurs. Et c'est pas normal que t'aies 19 de moyenne en sport, t'es passé sous le bureau, en musculation en plus. Elle avait osé avoir 19 en musculation. Alors, qui dit tout ça? Les camarades de classe. Sacrés camarades. Chaque entretien avait au moins un exemple et on en avait tellement qu'on n'a pas pu tous les mettre sur l'illustration. C'est tout le temps. C'est tout le temps et ça vient de partout. C'est dans la famille, c'est de la part des profs, c'est de la part des copains. Il n'y a pas un cercle social où elles sont tranquilles. Et surtout, c'est pas du tout minoritaire. Parce que, alors moi, je fais beaucoup de sociologie qualitative, vous l'aurez compris, on travaille par observation, par entretien. Souvent, la question c'est, oui, mais qu'est-ce qui permet de généraliser? Et effectivement, seul, rien ne permet de généraliser. Peut-être qu'on n'a pas eu de bol et qu'on est tombé sur 45 filles qui vivent vraiment des choses pas faciles. C'est là que c'est toujours bien de pouvoir comparer et de pouvoir augmenter et de resituer ce qu'on a vu. Et là, ce qu'on sait, c'est que à bien plus grande échelle, on a des résultats.
qui vont exactement dans le même sens et qui nous montrent que tout ce que je vous ai dit, c'est loin d'être minoritaire. Toutes les petites phrases que je vous ai présentées, ce sont ce que la loi caractérise comme des insultes sexistes. Si c'est répété, c'est ce que la loi caractérise comme étant du harcèlement sexuel. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux enquêtes de victimation qui sont réalisées dans les lycées, c'est qu'il y a au moins 18% des lycéennes qui, pendant leur scolarité, ont reçu une insulte sexiste, mais aussi qu'il y a au moins 10% d'entre elles qui sont victimes, toujours pendant leur scolarité, d'un comportement déplacé à caractère sexuel. Les résultats qu'on a des récentes enquêtes de victimation dans les étapes suivantes des parcours nous montrent qu'en fait, plus une fille et ensuite une femme avance dans son parcours scientifique, plus elle est exposée à ce type de violence. Parce qu'on a des données, notamment sur les écoles d'ingénieurs, avec ce chiffre. Et là, on parle plus de harcèlement, mais on parle carrément d'agression. Une étudiante sur 10 est concernée par ces agressions sexuelles en école d'ingénieurs. Dans les grandes écoles dont je vous parlais tout à l'heure, celles où il y a moins de 20% de filles, à Polytechnique, à Centrale, il y a eu des enquêtes récemment qui ont établi que c'est une étudiante sur 4 qui est victime d'une agression sexuelle pendant sa scolarité. Et enfin, de nouveau, on parle de harcèlement ici, une enquête récente qui date de 2023 qui a montré que dans leur vie professionnelle, les chercheuses sont plus que les femmes dans d'autres secteurs victimes de harcèlement sexuel, au point que ça concerne une professionnelle de la science sur 2. Pour vous situer, on considère, selon les enquêtes, que c'est à peu près une femme sur 3 dans tous les milieux professionnels confondus. Donc, plus on avance dans les parcours scientifiques, plus il y a ce climat de violence sexiste et de discrimination, parce que tout ce qu'on vient de voir, bien sûr, c'est pas des blagues, c'est pas de l'ironie, c'est pas de la rigolade. Tout ça, ce sont des faits qui sont de la violence et de la discrimination. Mais la difficulté, c'est de les voir comme tels, c'est de les reconnaître comme tels. Et ce dont témoignent les entretiens qu'on a menés avec les lycéennes, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les outils, les mots qui leur permettraient de désigner ce qui leur arrive et de voir ça, non pas comme des blagues et des petites choses qui n'ont pas de conséquences, mais comme véritablement des violences sexistes. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles peuvent pas ou très difficilement l'identifier. C'est que dans leur entourage, et la fréquence et l'intensité de ces violences sexistes et de ces interactions qui sont discriminantes sont minimisées, sont banalisées et sont, surtout en milieu scolaire et étudiant, présentées comme des petites choses pas graves. Donc, on a d'un côté des moqueries sur l'intelligence, sur le corps, sur le rapport au travail qui sont courantes, et de l'autre côté, une sous-estimation par notamment le personnel éducatif. Et il y a une enquête très intéressante qui a été faite par mes collègues de l'agence phare, Manon Régard-Petit et Marianne Montfort, et qui a été commandée et ensuite éditée par le Centre Hubertine Leclerc, qui est très actif sur ces questions, sur l'informatique au lycée. Et ce qu'elles ont montré, c'est notamment qu'il y a une grande difficulté du côté du corps éducatif, des enseignants, des enseignantes, et puis de la vie scolaire, à traiter ce genre de phénomène quand ça surgit. C'est-à-dire qu'il y a très peu de protocoles et même de connaissances qui permettent de gérer ces violences-là quand elles arrivent au lycée, ce qui fait que les filles qui y sont confrontées sont démunies. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Souvent, j'ai des salles remplies de lycéennes auxquelles je fais la même conférence, et à la fin, elles disent « oui, on est bien au courant, enfin, exactement, on a tout entendu, les petites phrases dans les bulles, c'est arrivé récemment, on l'a dit, il s'est rien passé ». Et c'est vrai que je constate moi-même l'impasse dans laquelle on est, parce que souvent, elles disent ça, il y a des adultes dans la salle, on se tourne vers eux, alors comment ça se fait qu'il s'est rien passé si ça a été dénoncé ? Et le constat est toujours, non, il n'y a pas de conséquences. Et donc, quand il n'y a pas de conséquences, souvent, l'idée, c'est que c'est pas si grave, finalement. On va dire que les garçons plaisantent, on va dire, phrase canonique que beaucoup d'entre nous ont entendue, « Ah, mais tu sais, leur puberté est plus tard, donc ils sont moins matures que vous, il faut pas leur en vouloir. » Ils pensent pas à mal. Tu sais comment c'est, les garçons, ils font les petits malins. Le message, c'est souvent « élevez-vous au-dessus de tout ça, soyez plus forte », mais c'est aussi un peu oublier et arrêter de dénoncer. Donc la conséquence de ça, c'est que les élèves, mais comme les adultes, connaissent mal la définition de ce qu'est le sexisme, et elles vont décrire, comme les adultes, les violences comme étant des blagues, des jeux, des choses pas très graves.
Et quand je dis ici que on manque des savoirs et on manque des outils de lutte, on manque des savoirs parce que, c'est encore une autre conférence, mais on diffuse peu les connaissances sociologiques et historiques qui expliquent l'absence des femmes en sciences. Par exemple, même si aujourd'hui il y a des discours, il y a des volontés de parler de l'invisibilisation des femmes en sciences, de parler du fait qu'il y avait plein de créatrices, d'inventrices, de savantes dont les travaux ont été volés, dont les travaux ont été effacés. Et il faut bien le dire comme ça, elles n'ont pas été oubliées, parce que oublier c'est passif. Elles ont vraiment été éjectées, effacées et spoliées. Quand on dit oublier, c'est comme quand on dit autocensure, on efface la responsabilité. Et ça, c'est le discours qu'on entend le plus. Et donc, à la fin, on n'a plus la connaissance et on n'a plus les mots pour dire ce qui se passe vraiment. Et puis, il y a la difficulté d'avoir des espaces, des moments où elles pourraient à la fois apprendre à comprendre, à identifier ce qui se passe, et puis ensuite à avoir des mécanismes de défense et des choses qui leur permettraient de réagir. La conséquence, et ça c'est aussi une conséquence des discours qu'entendent le plus les adolescentes, c'est que elles ont une représentation assez négative de la lutte pour les droits des femmes et du féminisme, parce qu'on leur dit que le problème est réglé, que tout va bien, que la France surtout est un pays égalitaire dans lequel les droits sont garantis, et que c'est donc pas légitime d'en demander plus ou de se plaindre ou de râler. Et qu'il y a vraiment l'égalité des sexes est accomplie. Et donc, si l'égalité des sexes est accomplie, tout ce qu'elles ressentent, ça vient pas de l'extérieur, ça vient d'elles-mêmes. Et j'en arrive à la fin avec quelques résultats importants de cette étude sur la question de la confiance en soi que je voulais vous partager. Le problème, c'est que j'espère que, l'idée, c'est qu'à ce stade, j'espère que vous l'aurez compris, c'est parler d'autocensure, ça décrit pas la réalité. C'est pas une censure qui vient de l'intérieur, c'est une censure qui vient de façon très claire de l'extérieur. Il y a toujours cette négation de l'intelligence, de la capacité à aller vers les idées les plus abstraites, à aller vers la pensée la plus complexe. C'est toujours ce que représentent les mathématiques dans notre société, la pensée complexe et l'intelligence. Il y a toujours cette négation des capacités des filles à y aller. Il y a des stéréotypes, bien sûr, mais ce qui entrave les filles, c'est pas que des stéréotypes, c'est pas que des idées reçues, c'est aussi des choses très concrètes, c'est aussi des insultes concrètes, c'est aussi des violences concrètes. Et donc, au bout du compte, le problème, c'est pas le manque de confiance en soi. Donc, on peut ne pas aller chercher le gène du manque de la confiance en soi. On comprend très bien d'où vient ce manque de confiance en soi quand on a reconstruit, quand on a redonné la visibilité à tous ces moments où a été niée leur capacité, leur intelligence et leurs compétences. Et on voit qu'il y a du coup un tour de passe-passe. Quand on leur dit « osez, prenez confiance en vous », c'est une façon de ne jamais désigner le vrai problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, avec l'aide de Claire Marc, incarné dans cette image, où si on reprend le cycle, le point de départ du manque de confiance en soi, ce sont les violences sexistes. C'est par exemple ces interactions où on va dire « les filles sont faibles, t'es pas faite pour ça, t'as pas une tête à faire maths physique, elles sont moins intelligentes », qui nécessairement font douter, créent ce sentiment d'incompétence. Mais l'étape, à mon avis, la clé pour comprendre ce qui se passe, et qui souvent est difficile à voir, c'est la négation. C'est le moment où on dit « non mais tout ça, ça n'existe pas, tout ça c'est pas grave, tout ça c'est des blagues, en fait on fait tout pour les filles aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal ». Parce qu'en fait, ça dissimule la cause initiale, ça fait comme si s'était rien passé. Et c'est ça qui donne cette impression qu'avaient nos ados de tout à l'heure, d'être un peu chacune folle, toute seule dans sa tête. Et d'être arrivé à ce stade où on dit, oui, en fait, c'est moi qui doute, c'est moi qui suis hypersensible, c'est moi qui suis pas bien. Donc ça fait que c'est une double violence faite aux filles et aux femmes. D'abord, les outrages sexistes, et ensuite, leur négation, leur invisibilisation. On a des discriminations qui ont plus de nom, qui ont plus d'histoire, et donc on n'a plus de cause, et chacune va se retourner pour chercher en elle-même le problème, et ce qui fait qu'elle n'y arrive pas. Donc j'en arrive à la fin de cette conférence, et je voulais préciser que c'est particulièrement important pour moi de la faire dans un contexte où malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes. Si vous suivez l'actualité politique et l'actualité scientifique, vous saurez qu'on est dans un moment qui est particulièrement défavorable et aux femmes et aux sciences, les deux.
Vous le savez, il y a eu récemment l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et vous avez sans doute vu qu'un de ses premiers ordres exécutifs, ça a été de déclarer l'interdiction de toutes les actions, de toutes les politiques en faveur de la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice sociale dans toutes les actions menées par le gouvernement américain. Ça veut dire que concrètement, le gouvernement américain doit cesser, le gouvernement fédéral doit cesser les actions liées à tout ce qui est diversité, inclusion, justice sociale, mais aussi que les financements pour la recherche scientifique doivent désormais éviter tous ces sujets. Et pour ce faire, le gouvernement américain a édité une liste de mots qui doivent désormais être évités, qui seront interdits dans les actions du gouvernement fédéral et qui sont des mots qui doivent alerter et qui vont donc faire être repérés les projets de recherche pour que soit potentiellement suspendu leur financement. Parmi ces mots, il y a des mots comme socio-économique, comme historique, comme politique. Il y a des mots comme inclusion, diversité, antiracisme. Et il y a des mots comme femme, au singulier et au pluriel, pour être sûr de ne pas les rater. Autant vous dire que ma carrière américaine est ratée. C'est très, quand on voit la liste de ces mots, c'est glaçant parce on voit la volonté de mettre à l'arrêt toute cette production de connaissances et toute cette lutte pour les droits sociaux de toutes et tous. C'est très difficile et c'est vraiment un moment qui ébranle même les plus optimistes d'entre nous, mais on y voit quand même un espoir en se disant que si une des premières décisions de Donald Trump et de ses alliés, c'est d'essayer d'interdire ces mots et d'interdire la recherche, en particulier en sciences sociales, qui essaye de mettre en évidence et de lutter contre les inégalités, c'est que ces mots, ils ont un pouvoir énorme. Et c'est qu'on a un pouvoir énorme quand on continue à les utiliser, quand on continue à parler d'inégalité, de discrimination, de racisme, d'élitisme, de sexisme, quand on continue à parler des femmes, parce qu'on va certainement pas arrêter. Et donc, finalement, on peut trouver de l'espoir, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire, dans le fait que ça a de l'impact, ça a du pouvoir de décrire, de dénoncer toutes ces injustices qui ont lieu aujourd'hui et qui empêchent la pleine liberté, la pleine émancipation et la pleine réalisation, on l'a vu, des femmes, mais pas seulement, de toutes celles et ceux qui sont pas du bon côté des frontières de pouvoir, qui sont pas blancs, qui sont pas riches, qui sont pas nés au bon endroit. Et donc, on a besoin de continuer à utiliser ces mots et de continuer à les diffuser. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus les entendre aujourd'hui et merci pour votre présence.